Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 montres iconiques que l'on peut détester. Enfin, je vais vous donner mon avis. Détester est quand même un bien grand mot. C'est vrai que j'apprécie ces montres ainsi que les marques dont je vais vous parler. Mais certaines choses me déplaisent sur ces modèles ou du moins me dégoûtent. Et c'est ce que l'on va voir ensemble. Cette vidéo est inspirée d'une vidéo de la chaîne Watchonist que je vous invite à aller voir. Honnêtement, ils font du super contenu. Et d'ailleurs, cette vidéo est réalisée en collaboration avec Joao de la chaîne Montrez-moi. Allez voir, les liens sont dans la description. Parmi ces 5 montres, il y a un peu de tout. Ça va aller de la Panerai Radiomir en passant par la Patek Philippe Nautilus. Et oui, j'ai mis la Nautilus dans ce classement après beaucoup de réflexion, mais je vais vous expliquer pourquoi. Commençons. La première montre dont je vais vous parler est une montre de plongée et c'est la Blancpain 55 Tome. La 55 Tome est une montre mythique de la plongée qui est sortie un peu avant la Submariner en 1953 et c'est vrai qu'elle est devenue populaire, notamment grâce à l'armée. À cette époque, la plongée était une activité principalement réservée aux soldats d'élite et ils avaient besoin d'instruments fiables pour mener à bien leur mission. Il se trouve qu'à l'époque, trouver une montre mécanique répondant aux besoins spécifiques et extrêmes n'était pas une chose facile, surtout qu'il était important de mesurer le temps de plongée lors des missions menées. L'armée française cherchant alors une montre répondant à ces caractéristiques, la 55 Tome va réussir les tests et va être adoptée comme montre officielle des forces de combat de plongée de l'armée française. La 55 Tome est sans aucun doute le plus gros succès de la marque. Pour parler un peu de la montre, j'avoue elle est plutôt sympa et elle a un certain charme, mais ce qui me dérange le plus, enfin d'une manière générale, c'est que déjà je trouve qu'il y a un trop grand choix de modèles sur le site avec beaucoup de variantes et c'est vrai que l'on s'y perd un peu. On peut voir qu'il y a 89 variantes différentes de la montre, ce qui est énorme. Et pour parler de la montre en elle-même, je trouve que la lunette est un peu trop grosse à mon goût. Certes, c'était pour une utilisation militaire qui était très important à l'époque, mais pour en avoir essayé plus d'une, je trouve que ça fait assez gros au poignet et je ne suis pas très fan de cette écriture 369 et le 12. Je trouve que ça surcharge le cadran. Niveau prix, je trouve qu'elle est quand même relativement cher car on dépasse les 10 000 € pour se procurer cette pièce. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais personnellement je ne suis pas un grand fan de cette montre, même si j'avoue les premières 55 Tome ont beaucoup de charme. Passons maintenant à la seconde montre. Enfin cette fois-ci je vais plutôt vous parler des montres Franck Muller d'une manière générale. Sur Franck Muller il n'y a rien à dire, c'est un horloger de talent passionné par les mécanismes. La marque arrive très bien à combiner horlogerie et technologie. D'ailleurs en 1991 il collabore pour concevoir de nouvelles carrures de montres. L'année suivante, en 1992, la marque décide d'introduire quelque chose d'unique sur le marché de l'horlogerie qui n'existait pas encore. Il se trouve que ce fut lui qui a conçu ce boîtier tonneau en 3 dimensions impliquant de grandes difficultés techniques de fabrication. C'est avec cette forme tonneau que la marque s'est fait connaître et elle est facilement identifiable avec cette silhouette peu commune. La marque est connue pour être extravagante et pour ses modèles qui va à l'encontre de l'horlogerie traditionnelle que l'on a l'habitude de voir. Après, c'est ce qui en fait sa force aussi. Franck Muller est aussi connu pour ses exploits techniques avec des montres très compliquées. C'est un style très particulier qui ne plaît pas à tout le monde. Pour ma part, ils font des montres un peu trop bling bling avec des modèles très sophistiqué, très chargé, avec beaucoup de diamants aussi. On a pu voir de nombreuses stars avec une montre Franck Muller au poignet, mais c'était souvent des modèles couverts entièrement de diamants. Personnellement, je ne suis pas un grand fan, après, c'est les goûts et les couleurs. Par contre, pour la technique, il n'y a rien à dire. Certains modèles sont de véritables chefs-d'œuvre, mais c'est vrai que ce boîtier tonneau, avec un cadran aussi chargé, est très compliqué à porter, je trouve. Niveau diamètre, pour en avoir vu en vrai, elles sont vraiment très grosses, très épaisses. Ça ne fait pas très raffiné, enfin même s'il y a quand même un certain travail derrière, mais personnellement je n'aime pas du tout, enfin je trouve que c'est beaucoup trop gros, même si après il y a des montres un peu plus fines, mais c'est vrai que dans la grande majorité des cas, les montres sont quand même assez grosses. Il y a aussi, je trouve, un trop gros choix de modèles avec trop de variantes et pour le coup, je trouve que l'on s'y perd un peu quand on veut trouver une montre. Pour parler du prix, je trouve que les montres sont assez chères. Bref, enfin, d'une manière générale, je n'aime pas trop les montres Franck Muller, même si certaines sont de véritables œuvres d'art. Passons maintenant à la troisième montre et c'est la Panerai Luminor. Les montres Panerai ont un style très particulier et ne plaisent pas à tout le monde. Elles sont principalement connues pour ses grandes dimensions de boîtier. L'officine Panerai a été créée en 1860 par Giovanni Panerai à Florence en Italie. En 1936, quelques années avant que la Seconde Guerre mondiale éclate, Panerai met au point un prototype
de montre destiné aux missions des plongeurs de combat de la marine italienne. Fabriqué secrètement, ce garde-temps a été nommé justement grâce à un composé spécial qui s'appelle le radiomir, et c'est une poudre à base de radium qui donne une certaine luminosité au cadran. Ce qui me dérange le plus sur cette montre, c'est l'ensemble, je dirais. Premièrement, je n'aime pas du tout ce protège-couronne qui fait bien trop grossier à mon goût. Ce que je n'aime pas trop non plus, ce sont les énormes chiffres 3, 6, 9 qui sont quand même assez gros et qui prennent beaucoup de place sur le cadran. Après, certaines ont quand même pas mal de charme, mais je trouve que c'est cher payé pour ce que c'est. Enfin, les prix sont quand même assez élevés en prix boutique et il n'est pas étonnant de retrouver exactement le même modèle sur le marché gris pour beaucoup moins cher. Je trouve que l'on n'est pas sur un très bon rapport qualité-prix pour ces montres. Ce que je dirais, c'est que c'est un tout. Je ne suis pas très fan de ce modèle-là et quitte à choisir, je préfère la Radiomir qui fait beaucoup plus raffiné. Personnellement. Pour la quatrième montre, j'ai longtemps hésité à la mettre dans ce classement. Pour le coup, je ne la déteste pas, bien au contraire, je l'apprécie beaucoup, mais ce que je déteste, c'est tout ce qu'il y a autour de ce modèle. Et je veux parler de la Rolex Daytona. Je pense que je n'ai plus besoin de la présenter, mais la Rolex Daytona est une montre mythique à part entière. Elle a été lancée en 1963, le Cosmographe Daytona a été conçu pour répondre aux exigences des pilotes automobiles. Cette icône est liée à jamais au monde des sports automobiles de haut niveau. La montre a été popularisée avec quelques stars hollywoodiennes, je pense notamment à Steve McQueen qui a permis de populariser cette montre. La Rolex Daytona est bien plus qu'une simple montre, elle est devenue un mythe à part entière. C'est la montre Rolex la plus désirée, la plus convoitée. Cette montre, depuis sa commercialisation, a fait tourner de nombreuses têtes, notamment à cause de sa rareté. Ces dernières années, nous avons vu une augmentation de la demande pour la Rolex Daytona, alors que l'offre, quant à elle, n'a pas bougé, ce qui a créé tout un marché parallèle avec beaucoup de personnes qui sont là uniquement pour faire un profit sur la montre. Ce qui déplaît à beaucoup de passionnés et d'ailleurs beaucoup de listes d'attente ou de souhaits sont désormais pleines. Le problème avec cette montre, c'est qu'elle est tellement compliquée à se procurer en boutique que dès que l'on a la chance d'avoir le modèle, on peut la revendre directement 2 fois son prix. Ce qui fait que ça attire un nouveau type de clientèle qui est là uniquement pour faire du profit et non pour garder cette montre, pour la porter, etc. Elle coûte à l'heure actuelle, au moment où je tourne cette vidéo, 12 400 € en boutique et elle se revend aux alentours des 35 000 €, ce qui est énorme. Comme la montre est de plus en plus recherchée entre ceux qui sont là pour spéculer, pour revendre la montre directement après, et les vrais passionnés, il est difficile pour un détaillant officiel de savoir ce que va faire réellement un client une fois sa montre reçue. C'est pour cela que dans la grande majorité des cas, les boutiques vont privilégier leurs fidèles clients qui ont dépensé une certaine somme d'argent dans leur boutique pour obtenir cette montre en guise de récompense entre guillemets. Et c'est ce que je n'aime pas du tout autour de ce modèle, c'est qu'il faut montrer patte blanche auprès d'un détaillant officiel, même que ça soit pour les autres modèles professionnels Rolex et même maintenant les modèles classiques. En gros, il faut faire un peu le lèche-botte pour pouvoir avoir cette montre. Et encore. Cette montre, tout le monde la veut. Elle est devenue rare à obtenir et les boutiques n'en reçoivent que très peu. Tout un engouement s'est créé autour du modèle et énormément de spéculation aussi. Ce qui me déplaît le plus autour de cette montre, ce n'est pas la montre en elle-même, car en soi je l'adore et j'aimerais beaucoup qu'elle fasse partie de ma collection dans le futur, car on ne va pas se mentir, c'est un modèle iconique qui a beaucoup de charme. Ce que je n'aime pas du tout, c'est tout ce qu'il y a autour, la spéculation, certains types de personnes qui sont là uniquement pour revendre la montre, pour faire du profit et ne connaissent pas l'histoire de la marque, ou du moins pas grand chose à l'histoire de la marque ainsi que du modèle. C'est un tout, ce n'est pas la montre en elle-même, plutôt ce qui gravite autour et le fait qu'elle soit introuvable et qu'il faut faire un peu, même voire beaucoup, le lèche-botte pour trouver cette montre. Passons maintenant au dernier modèle. Comme la Daytona, j'ai énormément hésité à la mettre dans ce classement, mais après réflexion, cette montre mérite d'être dans cette vidéo car pour moi, elle dégrade beaucoup l'image de Patek Philippe à l'heure actuelle. Je veux parler uniquement de la Nautilus 5711 sortie dernièrement en collaboration avec la marque Tiffany & Co. Je l'ai mise dans ce classement car en soi ce n'est pas la montre en elle-même qui me déplaît. Pour moi la Nautilus est la montre à avoir à tout prix dans sa collection. D'ailleurs c'est un peu mon Graal et je vais l'avoir dans ma collection un jour ou l'autre. Mais ce qui me déplaît c'est tout ce qu'il y a autour de cette dernière Nautilus en collaboration avec la marque Tiffany & Co. Pourquoi cette montre particulièrement? Dans un premier temps je trouve que c'est une très belle collaboration avec la marque Tiffany, notamment d'un point de vue historique. Cette montre est une édition limitée qui célèbre les 170 ans de la collaboration entre la maison et la marque Tiffany & Co. Car rappelons-le, les deux marques s'associent dès 1851 environ, car Patek Philippe veut s'implanter sur le marché américain et donc Tiffany & Co. devient le premier détaillant Patek Philippe
aux États-Unis. Cette Nautilus est limitée à 170 exemplaires pour célébrer les 170 ans de cette union. Mais revenons en février 2021, Patek Philippe annonce la fin de son modèle le plus demandé, la Nautilus en acier, la référence 5711. Cette annonce a secoué le marché horloger et c'est à partir de ce moment que l'on a vu la cote de cette montre grimper en flèche. L'arrêt de cette référence correspond à une vraie volonté de la marque de reprendre le contrôle de sa production mais aussi de son image. Mais le président Thierry Stern prend soin de préciser qu'une dernière déclinaison verra le jour et effectivement, en avril 2021, la 5711 avec son cadran vert olive est dévoilée. Une fois commercialisée, il y a eu une telle demande que l'offre n'arrivait pas à suivre. Tout ça, je pense, orchestré par la maison qui contrôle sa production car beaucoup pensaient que c'était la dernière Nautilus 5711. On a pu voir d'ailleurs des records de vente aux enchères à des prix dépasser certains montants exorbitants pour une montre en acier, rappelons-le. Mais rien ne laissait présager un nouveau modèle, surtout en collaboration avec la marque Tiffany & Co. Déjà qu'avec la Nautilus et son cadran vert olive, les prix devenaient complètement délirants, où certaines montres sont vendues à plus de 400, même voire 500 000 euros, rappelons-le, pour une montre en acier, ce qui est fou. À partir de ce moment, certains passionnés et même certains clients Patek Philippe se sont mis à se détacher de la marque car l'image qu'a construit la manufacture depuis sa création n'est plus du tout la même, donc ça a déplu à beaucoup de passionnés. Et là, coup de théâtre, pour la sortie de cette dernière Nautilus en collaboration avec Tiffany, Patek Philippe ne voulait pas se faire devancer par un client peu scrupuleux. La marque va donc fournir le tout premier modèle à la maison de vente aux enchères Philips à New York. La montre sera adjugée à plus de 5 300 000 $, soit un peu plus de 6 500 000 $ après les taxes ainsi que les commissions. C'est juste fou, ce qui fait la 8e montre la plus chère de tous les temps vendue aux enchères. L'envolée du prix de cette montre est hallucinant et c'est vrai que ça laisse perplexe les passionnés de la marque. Cette montre est trouvable que dans 3 boutiques Tiffany & Co dans le monde seulement, essentiellement aux États-Unis. Même si l'intégralité de la somme sera remise à une association américaine de protection de l'environnement, ce prix pour une simple montre en acier est complètement délirant. Comme si Patek Philippe voulait montrer qu'il ne comptait pas exploiter cette spéculation tout en faisant un geste pour l'environnement. Malgré tout, cette montre reflète bien le marché à l'heure actuelle avec que très peu de montres qui cotent énormément comme ce type de modèle avec des prix qui ne cessent d'augmenter. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas du tout à ce qu'une maison comme Patek Philippe sorte ce type de référence avec un cadran assez flashy, même si c'est le bleu Tiffany. Autre problématique, si c'en est une, c'est que sortir ce genre de montre attire un nouveau type de client qui n'est pas forcément passionné par l'horlogerie et d'ailleurs qui ne connaît pas grand chose à Patek généralement. Car pour moi, Patek Philippe, depuis sa création en 1839, c'est une manufacture qui surprend sa clientèle avec des garde-temps conçus et dotés des plus prestigieuses complications horlogères. Les montres Patek Philippe se caractérisent par un design traditionnel et conservateur. Ils ont su innover et créer des garde-temps d'une complexité remarquable, très poussée et même encore aujourd'hui. Mais cette nouvelle Nautilus, à mon sens, n'est pas bon pour l'image d'une manufacture aussi prestigieuse que Patek Philippe. Cette montre-là, pour moi, c'est tout l'inverse. On est sur une 3 aiguilles date, rien d'exceptionnel. La montre est en acier en plus. Enfin, je ne trouve pas que ça représente la manufacture qui, rappelons-le, au départ faisait des montres d'une certaine complexité. Bref, je ne sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, dites-moi tout ça dans les commentaires. Et même d'ailleurs, dites-moi quel autre modèle pourrait faire partie de ce classement. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je tiens également à remercier Chronex d'avoir sponsorisé cette vidéo. Ils m'ont mis à disposition certains modèles présents dans cette vidéo afin de pouvoir vous les montrer. Donc merci à eux. Si jamais vous souhaitez vous procurer une montre, n'hésitez pas à aller sur leur site. Ils ont plus de 7000 références. Surtout qu'en ce moment, avec le code de parrainage Clément Spécial en majuscule, la réduction est doublée. Cette offre dure jusqu'à la fin du mois de janvier. Tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à cliquer sur la vidéo qui s'affiche pour découvrir le même sujet, mais cette fois-ci traité par Joao de la chaîne Montrez-moi. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!